Le sujet dont nous allons parler ce soir comporte un titre, j'allais dire un peu cash. Quel est le poids des médias européens face à Poutine, Trump et aux GAFAM? Et donc nous avons ce soir devant nous deux personnes qui sont des bretteurs, qui seront d'accord et pas peut-être toujours d'accord sur ce sujet, mais pendant une heure, nous allons essayer de décortiquer cette question avec donc vous, Christine Ockrent. Vous êtes journaliste, vous avez dirigé beaucoup de rédactions, vous êtes la productrice et présentatrice de la célèbre émission Affaires étrangères sur France Culture, chaque samedi à 11h. Merci. Et ça continuera à la rentrée, sauf quand il y a une grève. Oui, mais ça, c'est le service public. Vous savez, il faut le défendre. Et puis, vous êtes une des journalistes qui connaît le mieux la vie politique américaine. Vous avez beaucoup travaillé aux États-Unis et puis vous avez écrit beaucoup de livres et même vous avez préfacé un ouvrage dont on va dire quelques mots tout à l'heure et notamment de son auteur, Hillbilly Elegy, en français Une famille américaine, qui est le livre qui a, entre guillemets, révélé J.D. Vance, inconnu, quasi parfait il y a quelques années, qui aujourd'hui est vice-président des États-Unis. Thierry Breton, après avoir dirigé des fleurons de l'industrie française, après avoir été le patron de Bercy, vous avez été pendant 5 ans commissaire européen au marché intérieur et vous avez mis en ordre de bataille une vraie régulation du numérique à l'échelle du continent. Vous êtes à la fois un innovateur et un politique, et donc Trump, Poutine, les GAFAM, puis quelques autres, comme Elon Musk, mais là aussi, je pense que nous en reparlerons, vous les avez pratiqués de très très près. Alors on va parler de ces guerres technologiques, de cette course aux armements qui font s'opposer les plateformes et les médias, mais avant de parler de ces guerres technologiques, je voudrais, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, profiter de votre présence pour parler aussi de l'actualité la plus brûlante, et nous allons parler des médias aussi dans cette actualité, à 1600 km d'ici seulement, à vol d'oiseau, c'est l'Ukraine, c'est la guerre en Ukraine. Et depuis quelques heures, on a l'impression, et je voulais commencer par vous poser quelques questions sur cette situation, on a l'impression que les choses bougent. Alors évidemment, depuis 3 ans, nous avons été beaucoup ballottés entre espoir et crainte et colère. Mais deux faits nouveaux se sont mis au jour depuis quelques heures. D'abord, Christine Ockrent, on a appris hier que le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé avec Vladimir Poutine. Alors, est-ce que cela veut dire que la longueur de la table qui les séparera lorsqu'ils se reverront a rapetissé? Non. Hélas. Hélas. Et on peut imaginer que, quel que soit le charme et le brio intellectuel de notre président, comment dire, l'idéologie, la conviction profonde de Vladimir Poutine n'en ont pas été ébranlés davantage. Mais ce que l'on peut comprendre, c'est que plutôt que de laisser Donald Trump et Vladimir Poutine entretenir cette espèce de flirt par moments assez choquant, c'est Donald Trump qui a brisé en fait l'isolement de Vladimir Poutine en l'appelant dès qu'il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir en janvier, il l'a appelé en février. Ils se sont parlé 5 fois au téléphone. La dernière fois, c'était le 14 juin, le jour anniversaire du président Trump, et donc qui a fait, comme d'habitude, sur ses réseaux sociaux, Truth Social et puis aussi sur X, il a dit « Longue conversation avec Vladimir Poutine qui m'a très gentiment souhaité mon anniversaire ». Nous avons parlé 2 heures. Le drame, c'est que ces conversations, manifestement, ne modifient en rien l'ambition, la volonté de Vladimir Poutine, en fait, très simplement de reconstituer l'Empire soviétique. C'est la façon la plus simple. Et il l'a dit. Il le dit depuis 2007. Il l'a dit à Munich en 2007. Et donc, ça ne change pas. On peut néanmoins penser, et je m'arrête là, que le président de la République veut entrer au Moyen-Orient dans les négociations sur le nucléaire iranien et que c'est probablement en passant par Poutine qu'il espère retrouver un rôle pour les Européens qui, on s'en souvient, en 2015, au moment de l'accord pour contrôler l'enrichissement de l'uranium en Iran, accord dont malheureusement Donald Trump était sorti en 2018, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron veut remettre
les Européens, en tout cas la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, dans le jeu, en même temps que la Russie et la Chine. Thierry Breton, il y a une chose qui change, en revanche, ou qui semble changer, selon des informations de presse depuis quelques heures, c'est que les Américains vont sans doute distribuer moins d'armes, acheminer moins d'armes, notamment des armes de défense, missiles patriotes, qui ne le faisaient jusqu'à présent. C'est un signal qui, à l'échelle européenne, je pense, peut éveiller des consciences, alarmer parfois, et en tout cas faire réfléchir sur l'attitude des Américains. Alors évidemment, on est dans une situation qui est à la fois tragique, dramatique évidemment par rapport à ce qui se passe en Ukraine, vous l'avez rappelé, dramatique à ce qui se passe aussi, ce qui s'est passé, qui continue à se passer au Moyen-Orient, c'est pas réglé. Mais on est aussi, et peut-être plus que jamais, ça fait du reste un petit peu écho à votre réflexion, dans la psychologie des hommes. Et Dieu sait qu'avec Trump, on y est. Alors j'ai, par rapport à ce coup de téléphone, une double lecture. Bon, d'abord j'ai la lecture un peu que l'on fait, formidable, France is back. On est de nouveau derrière le téléphone. Enfin, l'Europe essaye de relever le défi, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'on a été, comme disent les jeunes, ghosté, effacé de toutes les grandes décisions. Et personnellement, j'en suis très marri, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se ressaisisse, et pour ce qui se passe en Ukraine, mais aussi pour ce qui se passe évidemment au Moyen-Orient, y compris en Iran, comme l'a dit très justement Christine Ockrent, à la suite des accords dits JCPOA, dont nous sommes, nous, membres du Conseil de sécurité, partie prenante. Donc la première réaction, c'est bon, c'est bien. Alors la deuxième réaction, elle est un peu plus mitigée. D'abord parce qu'on connaît Donald Trump. Donald Trump fait tout pour faire en sorte que les Européens n'interviennent pas dans la discussion ou les discussions qu'il faudrait avoir en Ukraine, y compris pour mettre en place un cessez-le-feu, je vais y revenir dans un instant, mais aussi pour qu'ils n'interviennent pas en Iran. On se souvient du reste des réactions de Donald Trump lorsque, vous vous en souvenez Christine, les quatre principaux premiers ministres, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, le président de la République française et le Premier ministre polonais, Donald Tusk, ont décidé d'aller à Kiev en train. Alors d'abord, il y avait un petit doute. Ils étaient 3 dans un train et 1 dans un train. Donc ils n'étaient pas complètement ensemble. Donald Tusk avait pris un train. C'est-à-dire que Tusk était plus près. Il était plus près, puis il avait des élections aussi. Il avait des élections qui n'étaient pas gagnées. On l'a vu du reste ensuite. Hélas, il a perdu. Et donc, ils sont allés. Ils ont annoncé que le lundi, c'était le vendredi, il y allait y avoir des sanctions massives. Ils ont appelé nuitamment Donald Trump pour quelque part le réveiller et le faire soutenir tout ça. Ça s'est traduit par rien du tout. Ça s'est traduit au contraire par la punition. On arrête tout ça. On va se réunir à Istanbul. On envoie Zelensky à Istanbul. Et tout ça, c'est fini. Deuxième élément, lorsque, à juste titre, le fameux groupe dit E3, c'est-à-dire donc les Britanniques, les Français et aussi les Allemands se sont réunis avec les Iraniens pour commencer à discuter donc, de ce qui pourrait être, je dirais, un approfondissement donc, des discussions pour éviter que l'Iran n'accède à l'arme nucléaire. Le résultat, c'était, sitôt cette réunion tenue à Genève, le lendemain, on a vu évidemment ce qui s'est passé en Israël, et avec Israël, le bombardement évidemment de l'Iran, et ensuite les fameux B-2. Donc là, évidemment, on se réinvite, et je me suis dit à moi-même, qu'est-ce qui va se passer demain ? Vous venez de le dire. Ce qui se passe, c'est que, précisément, est-ce qu'il y a une cause, une relation de cause à effet ? Personne ne le saura, mais effectivement, on voit que on commence à fermer le robinet. On commence à fermer le robinet et que c'est un vrai souci pour nous Européens, sauf à ce que nous prenions en charge, évidemment, notre défense. On en parlera sans doute. Le deuxième élément, le dernier, c'est qu'au fond, Poutine, il était quand même, il n'était pas dans le jeu. Il a essayé de se mettre dans le jeu, vous vous en souvenez ? Il a essayé de demander à Donald Trump d'être... Non, et Donald Trump lui a dit, Vladimir... Tu règles le problème. Il a essayé de se mettre effectivement dans le jeu. Et tu t'occupes de la Russie. Tu t'occupes de la Russie, et avant d'essayer de vouloir être le médiateur, on ne sait pas comment, on ne te demande pas... bon. Et quelque part, l'arc électrique a été créé hier. Il s'est remis dans le jeu. Et donc, il fait, lui, un très bon coup. Il se remet dans le jeu.
Il apparaît effectivement comme celui qui est raisonnable. Personne ne saura du reste les termes des discussions qu'il y a pu y avoir avec les Iraniens lorsqu'ils ont fourni abondamment leurs drones, lorsque les Russes en avaient besoin. Quand je dis abondamment, c'est très abondamment. Qu'est-ce qu'il y a eu en termes de l'échange? On sait que le nucléaire civil avec la centrale de Bushehr, c'est évidemment les Russes qui sont présents en Iran et qui fournissent la centrale, les compétences, le combustible et tout ce qu'il faut. Donc derrière, il y a évidemment un jeu qui est évidemment très ambigu, même si la Russie fait partie effectivement des accords et des signataires donc, du JCPOA, dont je rappelle qu'il tombe le 18 octobre de cette année. Donc on n'a plus beaucoup de temps pour le mettre en œuvre. Donc Emmanuel Macron, président de la République, a raison, en tant que membre du Conseil de sécurité, de vouloir s'adresser à ceux qui sont les signataires, sauf évidemment les États-Unis, qui, comme la Christine l'a rappelé à l'instant, ont décidé de le quitter. Oui, parce que c'est Obama qui avait conclu l'accord. Et donc il était mauvais. Il n'était pas bon. Voilà. Et voilà. Donc, d'où cette double lecture, et on va voir ce qui se passe. Cette lecture et les chancelleries, nous commençons à comprendre avec vous ce qui se passe. Je veux qu'on aille quelques minutes sur le terrain, à 1600 km à vol d'oiseau d'ici, pour retrouver Madame Oksana Brovko, qui est présidente de l'Association des éditeurs de presse indépendante d'Ukraine. Elle nous envoie un message à tous les dirigeants et tous les dirigeants de médias qui sont ici, depuis Lviv, la ville où elle réside et où des journalistes travaillent. Et certains sont tombés depuis 3 ans pendant la guerre. Écoutez son appel. If a correspondent arrives at the place of missile attack and finds out that someone close, a partner, a child, a parent, is almost the victim, they are immediately replaced by a colleague. Because in that moment, the camera must keep recording, but the heart deserves a pause. This is not theory. It's one of the written protocols of war correspondence in Sumy region, in my country. Ukrainian rules for media born from the real pain. Bonjour à tous. I'm standing here in Lviv, a city that looks peaceful. People walk with coffee, flowers bloom, and life moves forward. But behind every smile, there is someone who lost a home, a brother, a future. And behind that reality stands Ukrainian media. Our cities are being erased from the map. Our memory is under attack. Our nation is being killed. But as long as journalists keep working, our history lives on. We document every crime, every destroyed home, every unbroken voice. We preserve the memory of who we are, for ourselves and for the world. A free press is not a luxury in wartime. It is the oxygen of democracy. Sometimes 700 copies of your newspaper in Kharkiv region is the sole way to receive the truth at the frontline towns. That is what journalism means in Ukraine today. Not headlines, lifelines. I speak to you because your voice makes stronger ours. When you tell our stories, truth wins. When you stay silent, aggression spreads. We don't ask for charity, we ask for light. Because information and truth are our defense, and freedom of speech our strongest shield. Right now, I'm standing in front of Marsfield in Lviv. This is where we bury those who gave everything for our independence. This is the real cost of freedom, and the time to fight for it is not tomorrow. It is now. Merci. Stand with the truth. Stand with Ukraine. Voilà. Merci pour Madame Brovko. Thierry Breton, stand with the truth, ça veut dire se battre pour que la vérité irrigue les médias, les canaux, les antennes et les réseaux sociaux. La régulation européenne pour laquelle vous vous êtes battu en tant que commissaire européen, elle répond aussi à cette demande d'être capable
d'instaurer sur les réseaux sociaux, sinon une police, du moins une capacité à faire en sorte que la vérité émerge quand il le faut. Ces propos émouvants font écho à ce que disait tout à l'heure Rodolphe Saadé, sur quelque part cette activité qui nous dépasse tous et qui est tellement indispensable pour nous. Mais cette réalité, elle s'exprime maintenant effectivement sur, entre autres, pas que, mais sur les réseaux sociaux. Et avec mes équipes, quand on a commencé à s'attaquer à cette nécessité de régulation, je préfère dire d'organisation, parce que régulation, ça a une connotation un peu négative. Comment on s'organise ? Comment on organise notre vivre ensemble dans ces réseaux sociaux ? Je rappelle que c'est la Commission qui propose les textes, donc c'est avec mes équipes qu'on les a proposés, mais qu'après, ce sont les co-législateurs, c'est-à-dire le Parlement européen et le Conseil européen, l'équivalent de la Chambre des représentants au Sénat, aux États-Unis et du Sénat américain, c'est nos deux co-législateurs qui ensuite s'en sont emparés, ont travaillé et on fait voter ces textes. Et c'est les textes qui ont été votés avec le plus grand soutien pratiquement de tous les textes européens depuis 70 ans. Plus de 90% des députés, plus de 90% des députés, 92, les ont votés. Et 100% des États membres. Donc c'est un soutien populaire très important. Qu'est-ce qu'ils disent au fond ces textes ? Ils vont s'intéresser à une singularité de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'abord, s'ils ont été votés avec une telle majorité, c'est qu'évidemment la liberté d'expression, qui est cardinale dans vos métiers, dans ce que vous faites, elle est préservée évidemment sur les réseaux sociaux. Il est hors de question, alors on attaque en ce moment, et notamment aux États-Unis, on attaque sur cet angle, on en reparlera. On va en parler. Mais si on a eu un tel soutien, parce que croyez-moi au Parlement européen, si on touche un jeu de la liberté d'expression, ça passe pas. C'est qu'évidemment, la liberté d'expression, y compris sur les réseaux, on a trouvé la solution pour qu'elle soit bien entendu préservée et garantie. On s'est attaqué à une singularité et une nouveauté qui n'existe dans aucun média, ou qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on a désormais cette capacité, évidemment, d'émettre, de générer une information. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais désormais, ces informations peuvent être amplifiées massivement par le biais d'algorithmes. Ça n'existe pas dans la télévision, ça n'existe pas dans la radio, ça n'existe pas dans la presse écrite, ça existe sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est attaqué et attaché avec mes équipes, et évidemment ensuite avec les co-législateurs, à vraiment bâtir une organisation, une régulation qui fait qu'on doit avoir la transparence sur les algorithmes qui, eux, vont pouvoir perturber la diffusion de l'information, la modifier, faire en sorte que, par exemple, on a des lois. Je prends un exemple très simple, je ne veux pas être trop long, mais on a un exemple très simple, c'est que, vous le savez, femmes et hommes de médias que vous êtes, on est tous dans la vie physique, et on travaille dans la vie physique. Voilà, il y a des règles, il y a des lois, on ne peut pas proférer de propos antisémites, racistes, faire l'apologie du terrorisme, etc. On est encadré, notre expression, même si elle est libre, elle est encadrée. Mais pas dans la vie numérique, donc on l'a encadrée aussi. C'est la même chose, on ne peut pas proférer ce type de propos, y compris dans l'espace informationnel. Mais en revanche, des algorithmes peuvent prendre un message, être totalement artificiel, les modifier et les diffuser massivement et instantanément. Avec deux éléments. D'abord, on est dans un espace qui n'a plus de frontières. On régule, nous, 450 millions de concitoyens européens. C'est eux qui sont la frontière. Il n'y a plus de frontières physiques. Lorsque un message est originé quelque part, peu importe si ça vienne du Nebraska, d'une discussion entre M. Trump et M. Musk, d'une discussion entre Mme Alice Weidel et le même M. Musk, peu importe. Ce qui est important pour notre régulation, c'est la façon dont ces messages vont être amplifiés, modifiés, et c'est là où nous avons exigé, pour nous Européens, de la transparence sur cet aspect des choses, avec des équipes qui ont été recrutées, qui sont parmi les meilleurs du monde, 200 spécialistes. Beaucoup de jeunes sont venus du reste de la Silicon Valley maintenant pour travailler dans des équipes européennes pendant quelques temps, d'intérêt général, et qui sont des PhD Bac plus 10, et qui donc maintenant ont la capacité d'aller voir, vérifier, contrôler ce que font ces algorithmes lorsque nous avons des suspicions. Christine Ockrent, vue des États-Unis, qu'est-ce qui explique la violence, la virulence avec laquelle l'administration actuelle s'attaque à cette régulation, au-delà, j'allais dire, du business qui pourrait être entravé par cette régulation ou cette Mais le business, ce n'est pas tellement le business, parce que le business est privé. Ce sont d'énormes entreprises privées qui se battent aux États-Unis même contre toute espèce de régulation américaine,
que l'administration précédente avait entreprises et que l'administration actuelle probablement ne va pas véritablement poursuivre, même si de temps en temps, au niveau des États, parce qu'on oublie toujours que c'est un pays fédéral, au niveau des États fédérés, il y a certains États qui s'efforcent de contraindre les GAFAM, pour aller vite, à rétablir de la modération. Parce que le drame, quel que soit l'excellent appareillage réglementaire mis en place à Bruxelles, et beaucoup grâce à Thierry, le drame, c'est que pour faire plaisir aux promoteurs, non pas tellement d'un changement politique. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent transformer en profondeur une société, un pays dont ils estiment, à tort ou à raison, que, à cause du wokisme, à cause de ce qu'ils appellent là-bas les liberals, les libéraux, que voilà, les valeurs conservatrices traditionnelles, et particulièrement les valeurs du nationalisme chrétien, qui est une dimension qui, en Europe, a quand même assez largement disparu au fil de l'histoire. Donc c'est une révolution culturelle. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une guerre de l'administration Trump contre les médias traditionnels, tels que nous les avons connus, et pour certains d'entre nous travaillés. La salle de presse de la Maison-Blanche, qui est plus petite pratiquement que cette salle-ci, vous avez maintenant la moitié des sièges qui sont réservés, dans l'ordre, aux influenceurs, aux réseaux sociaux, mais pas les réseaux sociaux, les gros, non, des réseaux sociaux marginaux, avec des personnages sortis pour certains de prison, et qui sont choyés, caressés, traités. Mais au fond, parce que mais au fond, c'est une façon d'ouvrir aussi la démocratie américaine. Et peut-être de faire en sorte que... Oui, pardon, enfin, je prêche. Je prêche. Non, on voit bien chez nous, dans notre régulation, vous n'en le pensez pluralisme. pas un mot. Non, mais attendez, il faut le pluralisme. Et chez nous, précisément, dans notre régulation, c'est la réponse à voilà. Mais ce que je veux dire, pour aller vite, et bien sûr, c'est que les grands médias traditionnels tels que nous les comprenons, tels que l'excellent introduction en images a exalté ces valeurs-là, telles que nous les comprenons dans nos démocraties. Vous avez, dans la démocratie américaine, qui est en pleine turbulence et en pleine transformation, une guerre entre l'administration Trump et ce qui, pour nous, surtout vie d'Europe, étaient les grandes marques de l'information. Et par rapport à cela, nous sommes, nous, maintenant, attaqués au nom des mêmes valeurs. Parce que quand eux parlent de la liberté d'information, le premier amendement, c'est en fonction de leurs idées. La leçon de choses de M. J.D. Vance... On va en parler, justement. Parlons-en. Le 14 février dernier, le tout nouveau vice-président américain, lors d'une conférence sur la sécurité en Europe, a prononcé un discours effarant, étonnant. Et sans un mot sur l'Ukraine, ce qui était quand même Il n'a pas parlé de l'Ukraine. C'était un discours sur la liberté d'expression. Je cite quelques phrases, et puis on en discute ensemble. Des intérêts anciens et tenaces se cachent derrière ces vilains mots datant de l'ère soviétique, derrière toute cette, je cite, désinformation et cette propagande. Si vous avez peur de vos électeurs, il n'y a rien que les États-Unis puissent faire pour vous. Il n'y a rien non plus que vous puissiez faire pour le peuple américain qui a élu le président Trump et moi-même. La démocratie repose sur ce principe sacré. La voix du peuple compte. Il n'y a pas de place pour les cordons sanitaires. Est-ce que c'est complètement faux ce qu'il dit ? Est-ce que si je fais voter la salle, vous êtes sûr que tout le monde va dire, va se lever sur son siège ? Le drame, c'est que eux, ils imposent des cordons sanitaires. Ils empêchent des gens de rentrer aux États-Unis sous prétexte qu'il y a un malheureux étudiant norvégien de 19 ans qui avait sur son iPhone une caricature de J.D. Vance en bébé. Il n'a pas pu rentrer. Parce que leur notion de la liberté d'expression, de la même manière que M. Trump, au sommet de l'OTAN à La Haye, il y a quelques jours, a reçu le dirigeant d'extrême droite néerlandais. Pour eux, leur liberté d'expression, c'est d'aller vers ce que nous qualifierons, nous, d'une extrême droite, dont ils estiment
que dans le champ des libertés, ces gens-là n'ont pas suffisamment de place, pas suffisamment de voix, mais dans leur esprit, ça veut dire exclure tout le reste. Alors, Et donc, c'est une toute autre notion. Et nous nous trouvons, nous autres Européens, qui pensions partager quand même assez largement avec les États-Unis, avec évidemment des mouvements d'humeur, des moments de crispation, mais des moments de partage et des moments de libération. Nous sommes maintenant en but à des attaques venant d'eux. Et c'est très nouveau, parce que déjà, on a Poutine, on a Xi Jinping, que vous n'avez pas mentionné au début, mais enfin, c'est pas triste non plus. Donc, on a Poutine, on a Xi Jinping, et maintenant, en plus, nous avons une administration qui, comme le disait Thierry, d'abord, en gros, nous méprise, trouve que nous sommes en pleine décadence, que tout ce que nous représentons, finalement, c'est plus tellement important, et de toute façon, c'est pas ce qui compte pour America First. Et donc, par rapport à cela, nous sommes maintenant, et c'est pour ça qu'il est tellement important que nos médias tiennent le coup, nous sommes sur plusieurs fronts à la fois, y compris un front américain. Alors le nous, si je comprends bien, c'est l'Europe, les Européens et les valeurs que nous représentons, en partie. C'est bien ça le nous, Christine Ockrent? J'espère. Thierry Breton, vous êtes un tyran pour Elon Musk. Je dis ça parce que dans vos nombreuses passes d'armes sur X, on parlait des élections allemandes tout à l'heure. C'est à cette occasion que vous avez, avec Elon Musk, échangé mais vraiment sur cette question. Oui, sur cette question. Tu pourrais peut-être lui proposer l'asile. Non, mais sur cette question, d'abord. En Europe, bientôt. J'étais le régulateur. Donc j'avais des interactions précisément avec tous les patrons des plateformes et j'ai toujours une très bonne relation avec eux, y compris avec lui. Après, il faut parler leur langage, et leur langage, évidemment. Vous aimez la bagarre, sur les réseaux. Hein, non, vous aimez ça? Non, il n'y a pas d'aimer la bagarre. Il faut simplement, Laurent Guimier, lorsqu'on est dépositaire de la part des co-législateurs, c'est-à-dire de nos 450 millions de concitoyens, du devoir d'agir, parce que telle a été la volonté du peuple qu'ils représentent, on n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit d'avoir la main qui tremble. Et c'est précisément la façon dont j'ai exercé ce mandat. Je vais vous donner 3 exemples, parce qu'il faut parler des choses concrètes, y compris pour quelle a été cette révélation d'un seul coup pour eux. Cette régulation que nous avons mise en place, ça a pris 5 ans. Elle a nécessité énormément de travail. Ça n'a pas été facile. Les GAFA ont lutté, vous l'imaginez. Il y a eu des lobbies, y compris sur mes collaborateurs, sur moi-même, des attaques. Mais c'est normal, c'est la vie politique. Et on y est arrivé. Et l'administration Biden, y compris avec Tony Blinken, au début, il me disait Thierry, est-ce que c'est nécessaire? Non, mais c'est pas contre quiconque. C'est pour nos 450 millions. Ça concerne les plateformes européennes également, et il y en a beaucoup. Ça concerne les plateformes singapouriennes, suivez mon regard. Ça concerne les plateformes chinoises. Une semaine avant que je ne quitte la commission, la numéro 2 du département d'État aux États-Unis vient me voir. Et elle me dit, Mr. Commissioner, in the name of the United States of America, on est encore sous l'administration Biden. I would like to tell you thank you. Alors je dis, bon, mais c'est gentil, mais pourquoi? Thank you for everything you've done in the digital space. C'est sympa parce que vous ne m'avez pas complètement aidé, mais c'est bien, quoi. Yes, but we were wrong. Because now, it has been impossible for us to do it. C'était impossible pour nous de le faire. Mais vous l'avez fait, et par effet de bord, ça va réagir sur nous. C'était l'administration Biden. Deuxième exemple. À partir de... Arrêtons-nous une seconde, si vous le permettez, sur la date du 12 août. Elle est importante pour moi. Et d'abord, si vous voulez, du 7 octobre, où on a cette tragédie, ce drame qui se passe, évidemment, en Israël, avec évidemment les attaques du Hamas. Moi, dans mon rôle de régulateur, je suis là aussi pour informer, pour aider les plateformes à s'adapter. Et ce n'est pas très compliqué de s'adapter. Ce n'est pas des problèmes business. Ce qu'on leur a demandé, c'est tout simplement de suivre un certain nombre de règles, de lois. Il y a un peu d'investissement, mais très peu par rapport à tout ce qu'ils gagnent. Donc, c'est pas énorme. Mais c'est quoi concrètement? Nettoyer Non, c'est avoir de la modération. Ils ont, hélas, supprimé. C'est de la modération. On va voir comment. Alors, on n'est pas... Ils doivent, eux, mettre la modération. Est-ce que c'est des community notes? Est-ce que ce sont des femmes ou des hommes? C'est à leur main, mais il faut que ça fonctionne. C'est évidemment avoir l'obligation de l'ouverture des algorithmes. J'ouvre juste une toute petite parenthèse. Il faudra quand même qu'on nous explique comment Elon Musk, en l'espace de 6 mois, est le seul être sur la planète, alors certes il est un peu particulier, mais il est passé de 0 follower sur X à 216 millions en 6 mois. Donc je pense qu'il avait beaucoup, il était très attractif, mais moi j'ai ouvert une enquête.
tout simplement parce que c'est mon rôle. Sur la croissance des followers de Musk. On veut connaître précisément toujours pareil. Comment les algorithmes, est-ce que les algorithmes ont été modifiés ou pas? Parce que s'ils sont modifiés, Pour chez nous, en favoriser tout le cas, patron. chez nous en Europe, c'est illégal. Je reviens au 7 octobre. Lorsqu'il y a cette tragédie, j'écris à tous les patrons de plateformes pour leur dire attention, il s'est passé un événement tragique. Ils risquent donc de générer de l'information, des flots d'informations, des tsunamis d'informations. Je vous rappelle que vous avez l'obligation, parce que ces informations sont reçues en particulier en Europe, où vous réalisez 40% de votre chiffre d'affaires. Personne ne vous oblige à vendre vos services en Europe, mais si vous bénéficiez de l'Europe, vous devez faire en sorte que la régulation, quelle que soit l'origination du message, lorsqu'il est reçu instantanément par les 450 millions d'Européens qui sont tous dans cet même espace informationnel qui est régulé, vous avez l'obligation de faire en sorte que la modération est mise, que les algorithmes ne vont pas pousser des messages délétères qui peuvent avoir de l'impact après. On l'avait vu en particulier en Grande-Bretagne, dans les émeutes, on s'en souvient. Et ça se passe très bien, mais c'est mon rôle d'informer. Le 12 août, que se passe-t-il? Et c'est là peut-être qu'il faut aller chercher aussi les réactions de J.D. Vance. Le 12 août de l'année dernière, Elon Musk, qui était hésitant, Elon Musk, moi je l'ai connu très démocrate, puis un peu démocrate, puis un petit peu républicain, puis très républicain, puis libertarien, puis maintenant nouveau parti. Donc j'ai connu tout cet Elon Musk, c'est le même. C'est la politique, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, enfin là, c'est quand même, le grand écart est quand même assez large. Mais peu importe. On est le 12 août. Il va décider de mettre à disposition du candidat, Donald Trump, son réseau. Et il annonce, urbi et orbi, que ce 12 août, ça va être l'événement le plus important dans le monde de l'Internet. Que jamais on a eu un événement aussi important. Et il fait des tests techniques toute la journée pour faire en sorte qu'on puisse contrôler que le monde entier qui va se connecter pour assister à cet entretien, cette discussion, comme il l'annonce. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une lettre, là encore, comme je l'avais fait le 7 octobre, bien entendu, comparaison n'est pas raison, sauf que il annonce un événement majeur. Et mon rôle est de lui dire, attention, à côté des stress tests techniques, vérifiez que vous faites bien les stress tests de régulation, parce que cet événement va être reçu instantanément dans un espace qui est régulé. Ouais. Et comme vous y êtes, vous devez le suivre. Que n'avais-je dit? Comment quoi? Qu'est-ce? Mais ça veut dire que l'Europe, désormais, a la possibilité d'avoir une loi d'extraterritorialité. Ils n'avaient pas compris ce que l'administration Biden n'avait pas compris. In the name of United States of America, we want to tell you thank you. C'est que dans ce monde, peu importe l'origination du message, à partir du moment où vous êtes régulé quelque part, vous devez veiller à la façon dont votre message va être reçu par ceux qui vont le recevoir, y compris quand c'est un espace régulé. Et cette distinction, je vous le cite, parce que j'ai vu à ce moment-là, J.D. Vance qui a commencé, ils ont commencé à partir un peu en vrille, ils se sont dit, mais alors quoi? Mais ça veut dire qu'on est chez nous, on est à Washington, on est dans le Nebraska, on est dans l'Alaska, et quand on émet quelque chose, il faut qu'on se contrôle un peu parce que c'est reçu en Europe. Eh bien oui, c'est ça, les réseaux sociaux. Et cette compréhension, qui n'était pas une compréhension, ils l'ont traduite par « mais c'est de l'ingérence ». Mais donc ça veut dire que vous nous contrôlez? Non. La parole est libre, premier amendement. En revanche, les algorithmes que vous allez utiliser, puisqu'ils envoient des messages qui sont reçus dans un espace qui lui-même est régulé, eh bien il faut tout simplement que nous ayons accès pour vérifier. Et y compris, j'en viens à cela, parce que dans le DSA, on parle du DSA depuis tout à l'heure, il y a l'obligation du pluralisme. Et c'est drôle parce que lorsque je lui envoie cette lettre, comme j'avais fait encore une fois des lettres donc, pour le mettre en garde sur ce qui va se passer, non pas encore une fois sur le contenu, en prenant bien soin de dire, faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, la parole est libre. Mais attention à l'amplification. Je rajoute aussi que dans le DSA, espace régulé, c'est par parenthèse une fois et demie les États-Unis d'Amérique, l'Europe, 330 millions d'un côté, d'habitants, 450 millions de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils font en gros 40, 45%, certains 50% de leur chiffre d'affaires et profit en Europe. Ce qui est très bien, moi j'ai aucun problème, au contraire. Dans cette lettre, je rappelle aussi que le pluralisme fait partie aussi. Et donc visiblement, ces avocats ont dû dire quelque chose. Ils commencent la discussion avec Donald Trump en disant bien sûr, je vais proposer à Kamala Harris si elle veut. Voilà. Dernier point que je voudrais livrer à votre attention, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez effectivement, en 6 mois, devenir l'homme le plus suivi de la planète, ce qui est le cas.
sur son réseau X. Et même une femme. Hein. C'est le plus suivi. Et une femme. Ça. Mais vous pouvez, en 6 mois, vous pouvez aussi devenir l'homme le plus détesté de la planète. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il est devenu, en 6 mois, l'homme le plus haï de la planète. Attention à une manipulation des réseaux sociaux sans réfléchir à tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle en Europe, on a mis cette régulation. Je termine en disant Vous avez déjà terminé. c'est très important parce que bien sûr, on est à la veille du 9 juillet. Oui. Et bien sûr, il a été poussé par notamment les GAFA pour mettre dans la balance des négociations tarifaires, on va déréguler ça. Alors, comme finalement, le hasard des calendriers, quelquefois en politique, ça peut tomber du bon côté de la pièce, Renaud, tu vois, quelquefois, ça tombe du bon côté de la pièce. Peut-être va-t-il comprendre le président des États-Unis, Donald Trump, que je connais bien, et j'ai bien travaillé avec lui dans la première période, donc je le connais bien, il est particulier, il est comme il est, mais voilà, on doit travailler. Que nous aussi, visiblement, il semble avoir quelques difficultés avec son ancien allié. Nous aussi, on peut avoir peut-être quelques difficultés avec le réseau de son ancien allié, et que donc, c'est peut-être pas complètement inutile de pouvoir, finalement, ensemble, dire que ce qu'on fait, c'est pas contre quiconque, c'est juste pour nous, Européens. Et il n'y a absolument aucune attaque personnelle ad hominem. Il y a juste le fait qu'on est dans un espace où il faut juste avoir quelques règles basiques. Visiblement, il comprendra peut-être mieux aujourd'hui ce qu'on a voulu dire qu'il y a 2 mois. Christine Ockrent, sans vous demander si vous souscrivez à cet optimisme politique de Thierry Breton, en tout cas, C'est pas un optimisme. Hein, non, mais je regrette que Thierry ne soit plus aux affaires. Parce qu'au moins Elon Musk aurait dû répondre. Enfin, voilà, quelqu'un qui. Ça, c'est un autre problème. C'est le problème de l'incarnation de l'Europe, et qui est un sujet politique. Du reste, il refrappe à ma porte. Oui, non, mais il arrive. Il faut lui offrir l'asile parce que Donald Trump veut le renvoyer en Afrique du Sud. Christine, oui. Parlons des médias pour les 10 minutes qui nous restent, pour se demander si la partie n'est pas perdue. Je vous semblais tout à l'heure. La partie n'est jamais perdue. Je vous trouvais un tout petit peu pessimiste en disant les journalistes sont expulsés de la salle de presse. Non, je veux dire par là qu'il y a de nouveaux fronts. Et d'abord, il y a ce que Rodolphe Saadé tout à l'heure a très bien décrit, c'est-à-dire qu'on est dans une telle accélération technologique, un tel bouleversement des habitudes de consommation de l'information, le mélange entre l'information, l'infotainment, c'est l'émotion qui prime, ce qui est sérieux, ennui, l'analyse ennuie, donc créons un moment, créons de l'émotion et on fait passer tout et n'importe quoi. Et donc il y a là des torrents de désinformation, de misinformation, on peut jouer avec ce mot de multiples manières. Et c'est pour ça qu'il est tellement important d'avoir des médias qui continue d'avoir un certain nombre de principes assez simples, assez clairs, et avec des gens qui sont convaincus qu'il faut en fait utiliser ces réseaux sociaux, occuper cet espace, ne pas laisser l'espace entièrement envahi par des acteurs ou des algorithmes ou des Pavel Durov ou des TikTok qui en font des caisses de résonance d'une puissance immense, mais pour des intérêts et des principes qui ne sont pas les nôtres. Et donc je crois que les médias, et en particulier je crois que Louis Dreyfus sera là demain, c'était tout à fait important que le Monde, à l'instar de quelques du Guardian britannique et d'un groupe allemand, décide en fait d'inclure de l'intelligence artificielle, de laisser de ces nouveaux outils s'emparer des contenus, parce que ce sont des contenus de qualité, et il faut que les contenus de qualité tiennent bon face à un déversement de n'importe quoi. Donc au prix d'une coopération aussi avec ces géants. Et ne pas être en guerre uniquement contre eux. Et comme le disait Thierry, nous sommes leur plus grand marché. Bien sûr. Nous sommes le marché le plus riche. Et le plus rentable. Mais je voudrais, juste pour rebondir sur ce que dit Christine, un élément qui est très important et que Rodolphe a évoqué tout à l'heure. Les contenus, les créateurs de contenu. Lorsque la guerre en Ukraine éclate, on voit, nous... D'abord, juste, je veux vous dire que toute l'organisation de la régulation qu'on a mis, on ne peut pas fermer.
on n'a pas la possibilité de fermer un réseau chez nous en Europe. C'est interdit. Les régulations qu'on a mises, c'est des amendes. Des amendes jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, mais de toutes les entreprises confondues. Et si jamais ça continue, on peut saisir un juge pour demander la fermeture temporaire uniquement, le temps qu'on corrige les problèmes. C'est la justice qui décidera, c'est la justice, pas vous. et uniquement de façon temporaire. C'est impossible de le faire de façon définitive. Lorsque la guerre en Ukraine éclate, on a deux réseaux russes, de chaînes russes, je ne sais pas comment on peut les appeler, Oui, RT et Sputnik, vous les connaissez, qui sont vraiment des officines, et des officines à la solde du Kremlin, on le sait. Mais quand je dis des officines, c'est des petites structures. Mais qui se présentent mais qui étaient très comme présentes. des chaînes d'information. Et on voit, et on commence à avoir beaucoup de demandes un peu partout en Europe, en nous disant, mais attendez, il faut absolument que dans les premiers paquets de sanctions, on puisse voir comment on peut fermer ces deux chaînes qui vraiment diffusent de l'information qui est délétère et qui fait beaucoup de dégâts dans les opinions publiques européennes. Et moi, je regarde avec mes équipes et on ne peut pas. On n'a pas les moyens techniques. Et finalement, on va trouver, en analysant, on se rend compte d'une chose, c'est pour rebondir sur ce que disait Christine, on se rend compte que ces deux officines, qui ont quelques dizaines de personnes l'une et l'autre, parce qu'elles diffusent des contenus à très forte viralité, c'est-à-dire des contenus qui vont créer de l'audience, on va réagir, on va en rajouter. Ces deux entités occupent 30% de la bande passante de tout ce qui se fait, par exemple, sur Instagram. C'est-à-dire qui est un très fort véhicule, on le sait, pour diffuser des contenus, et en particulier des contenus que vous créez, vous, et qui sont repris. 30% uniquement pour ces deux entités, Sputnik, parce que précisément, ils sont vraiment conçus à très forte viralité. Et on va trouver finalement les moyens de les interdire, non pas pour les interdire stricto sensu, mais parce que financés par la Russie, et dans le premier paquet de sanctions, les entités qui étaient financées par la Russie, c'est comme ça que vous avez pu les fermer. Et c'est comme ça qu'on les a fermés. On ne les a pas fermés, encore une fois, liberté d'information, etc. On n'a pas les moyens. Mais je voulais juste vous citer cette anecdote parce qu'elle nous a beaucoup surpris sur, finalement, quand on fait des contenus avec très très forte viralité, on peut avoir une audience, mais absolument gigantesquissime par rapport à ce que vous représentez. Donc c'est donc aux journalistes aussi d'inventer ces contenus qui, pourquoi pas, c'est pas où c'est réalisé aussi. C'est un tout. Et il faut tout faire. Il faut occuper le terrain. Il n'y a pas que la désinformation qui peut créer de l'audience. Il faut occuper cet espace. Donc il faut y aller, il faut être dessus. La parole à la salle pour quelques questions pendant 15 minutes. Et bien voilà, des micros se baladent, comme il est coutume de le dire, avec des personnes qui vont vous permettre de poser des questions. À Christine O'Krent et Thierry Breton. Non, il était tranquille, non, silencieux. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Avec Thierry, c'est pas très difficile. C'est pour ça que je dis question courte, réponse courte. Très simplement, moi j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur l'Ukraine tout à l'heure, plutôt que je crois qu'on a bien compris le problème des réseaux. Est-ce que vous pensez quand même que, parce que c'était la question qui était posée, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, la question, est-ce que les médias européens, et notamment les médias français, ont la capacité finalement de pouvoir dialoguer, aller plus loin avec Trump et avec Poutine, comme c'était posé comme question initiale? Oui. En tout cas, les médias français jouent leur rôle, et certains avec beaucoup de courage sur le terrain. À partir de là, nous informons nos propres consommateurs d'informations. Et la difficulté, encore une fois, c'est qu'on se rend compte qu'il y a tout l'appareil de propagande, pour employer un mot traditionnel, russe, bien évidemment, mais aussi azerbaïdjanais, mais aussi chinois. TikTok est, pour les jeunes en particulier, un véhicule d'une puissance gigantesque et qui n'est pas neutre. Et les Chinois n'y ont pas accès. Les Chinois ont Douyin, c'est ByteDance, donc la même entreprise qui nourrit les Chinois, avec là aussi une propagande. Et comme par hasard, toutes les données
des consommateurs de TikTok, comme par hasard. Alors à chaque fois, les Chinois disent mais non, c'est à Singapour et puis ce n'est pas chez nous. Encore une fois, on a affaire à des puissances numériques considérables. Pour en revenir à l'Ukraine, ce qui est important, oui, c'est que nos médias jouent leur rôle et d'abord pour informer nos propres consommateurs. Alors pourquoi l'Europe, qui a inventé l'imprimerie, les journaux et la radio, n'a pas inventé les réseaux sociaux? Pour une seule raison. Pourquoi? Pour une seule raison. C'est que nous étions fragmentés. Vous savez, inventer un réseau social, faire ce qu'a fait Mark Zuckerberg, c'est formidable. Enfin, il était étudiant de première année à Harvard et étudiant au collège. Il n'est pas allé jusqu'au bout du reste. Il a fait quoi? Il avait fait un annuaire. Mais cet annuaire, ce qui est une idée géniale, on était au début des années 2000. C'est ça le premier réseau social. Mais cet annuaire, il va trouver la capacité bien sûr, de commencer à l'étendre à Harvard, c'est assez large. Et puis ensuite, aux États-Unis. Il a un marché de 330 millions d'habitants. Non, mais il a surtout le financement. Il y a les deux. Mais d'abord, oui. c'est très important, parce que d'abord, c'est vraiment très important. Il y a évidemment l'accès, le financement aussi, mais l'accès. Eh bien, nous, et c'est exactement ce que j'ai voulu faire au cours de ces 5 dernières années, on avait un marché numérique à 27. 27 régulateurs, 27 lois, totalement fragmentées, 15 langues différentes. Et les 5 piliers de régulation qu'on a mis, le DGA, le Data Act, le DSA, le DMA et les AI Act, sont enfin des piliers. On a enfin un marché unique de la donnée, du numérique, avec une seule régulation. C'est plus la peine d'aller en Irlande. C'est partout pareil. Un seul régulateur, une seule loi, et on a enfin notre marché numérique. Mais on n'a toujours pas le marché financier. Alors, et donc, on a Mistral. Et que fait Arthur Mensch? Il va évidemment chercher de l'argent aux États-Unis. C'est la deuxième dimension qui est du reste tout à fait citée. En France aussi. Il n'y a pas que, il y a aussi quand même, il y a trois jeunes entrepreneurs qui se sont mis ensemble et qui font des choses, dont deux Français et un Américain. Et on ne va pas les citer pour ne pas les gêner, mais qui font aussi beaucoup de choses. Donc oui, mais c'est derrière, c'est le marché, c'est l'union des marchés des capitaux. C'est du reste demandé à juste titre et par le rapport l'État et par le rapport Draghi. C'est ce qui nous manque. On a maintenant enfin notre marché numérique unifié. Et l'une des raisons pour lesquelles certains aux États-Unis ont lutté contre, jusqu'à In the name of the United States of America, I want to tell you thank you, parce que ils se satisfaisaient complètement de la fragmentation et ça risquait de faire émerger, parce qu'il va émerger ce que je souhaite, ce que j'appelle de mes voeux, désormais, des Européens, des plateformes européennes, des champions européens, parce qu'on a enfin ce marché unique. Juste un point sur ce qu'a été dit tout à l'heure. Ah oui, il faut qu'on prenne une il sature, Trump, il sature déjà lui-même, donc il sature les médias. Il a son propre réseau, il a... C'est absolument incroyable, il est dans l'avion, il est partout, il sature, c'est lui qui le sont. Il en fait entre 15 et 20 par jour. Donc il sature, et par nuit. Oui, et derrière c'est lui qui fait l'information. Mais au fond, c'est un homme politique qui sait se servir des réseaux sociaux. Mais c'est le communicant le plus remarquable. Aux autres hommes politiques, aux autres femmes et hommes politiques de faire la même chose. Ça a commencé par You're Fired, ça a commencé par... voilà, il a commencé par ça, donc il connaît ça. Quant aux Russes, eux, ils saturent avec la désinformation et des algorithmes et des robots, et on les connaît bien. On a vu tout ce qui se passe, notamment dans certains pays. La Roumanie est un exemple, mais pas que. Et les Chinois, ils le font avec un proxy, et ce proxy, il s'appelle TikTok. Dernière question. Il y a une question au fond de la salle. Bonsoir, Jean-Michel Demarquis, journaliste à Mind Media. Peut-être une question pour M. Thierry Breton. Vous parlez d'un marché réglementaire enfin unifié. Est-ce que malgré tout c'est efficace quand on voit les sanctions de quelques centaines de millions ou même quelques milliards pour les grandes plateformes au bout de X années d'enquête, de procédures, d'appels face à des sociétés qui font des dizaines de milliards de bénéfices par trimestre? Est-ce que tout ça, c'est vraiment efficace? Et est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Et si oui, qu'est-ce qui manque? Alors, c'est une excellente question. D'abord, je prends deux aspects de votre question. Ces régulations, elles existent depuis maintenant mars 2023. Des enquêtes ont été lancées par mes services. Alors, on comprend évidemment le contexte un peu de sidération qu'on a connu depuis le 20 janvier. Mais enfin, force doit être à la loi. Et donc, si les enquêtes débouchent
sur des irrégularités par rapport à notre loi, eh bien, il faut évidemment les dénoncer et les corriger. Et il ne faut pas être, on est entre nous, hein, faut pas être un grand clerc. Pour l'instant, on a le sentiment que ces enquêtes, elles ont été un peu, alors j'ai pas freiné, on va pas dire comme ça, mais pas accélérées. Et donc, j'espère beaucoup qu'après la fin des discussions dites tarifaires, on va vraiment rentrer dans la régulation, parce que c'est vrai, je vous le dis vraiment, elles sont très puissantes. Mais 12 mois ou 15 mois ou 18 mois d'enquête, c'est trop long, parce que le dommage pendant ce temps-là peut être fait, et notamment chez les plus fragiles d'entre nous, et notamment sur nos enfants. Donc il faut absolument que ces enquêtes débouchent, elles sont prêtes. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? On a beaucoup discuté des sanctions. Il y a deux types de sanctions. Il y a les sanctions sur le DSA, les réseaux sociaux, et il y a les sanctions sur le DMA, c'est-à-dire les positions dominantes. Sur les positions dominantes, elles sont très fortes. Parce qu'évidemment, on peut avoir des effets d'éviction, on l'a vu en particulier avec les très grandes plateformes, et là on peut aller jusqu'à la séparation, donc quasiment faire les couper, donc sur les plateformes. Donc c'est des sanctions extrêmement fortes. J'ai beaucoup porté pour ça, et c'est passé, et ça a été voté à 90%. Sur le DSA, je l'ai dit, la seule sanction un peu dirimante, c'est fermer le réseau pendant un certain temps, le temps qu'on corrige. Et comme ils vont vouloir tous corriger, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas se priver des 40% du marché mondial. Donc maintenant, 6%, est-ce que c'est assez ou pas? Vous avez raison, c'est sans doute pas, encore une fois, un élément qui est dirimant pour beaucoup d'entre elles. Mais 6%, par exemple, si on prend X, c'est toutes les entreprises qui sont concernées. Ce n'est pas uniquement la plateforme. Donc ça peut faire des dizaines de milliards. Donc ça fait quand même un peu de mal, quand même. Mais la question, encore une fois, ce n'est pas la sanction elle-même. On n'est pas là pour sanctionner. On est là pour faire appliquer la loi. Et donc, voilà, les deux principales menaces, fermeture temporaire, le temps de corriger les problèmes, et éventuellement séparation, si jamais il y a des effets de monopole, d'éviction qui sont beaucoup trop forts dans la régulation économique des réseaux. Toute dernière question. Y en a-t-il une? Question de Vincent Perraigne, qui posera donc la dernière question à Christine. Et à Thierry également, Breton. Vous parlez de la fragmentation européenne, des succès que vous avez eus avec les régulations, etc. On voit aussi le contre-feu des puissances chinoises sur la propagande, puisque depuis que Voice America a disparu quasiment, ou en tout cas a été largement mise à bas par l'administration Trump, les Chinois redoublent d'efforts pour faire mettre en œuvre leur plateforme de propagande, et pas uniquement vis-à-vis avec des proxys comme TikTok. Pourquoi il n'y a pas une Voice of Europe en Europe? Pourquoi on n'a pas notre propre outil de propagande? Eh ouais. Mais pourquoi? C'est pour Christine, ça. Mais il faut demander aux... Ça, c'est une façon de se défausser, Thierry Breton. Non, vous allez répondre, et ensuite Christine répondra. Mais nos ennemis considèrent qu'on ne fait que ça. Exactement. Qu'on ne fait que de la propagande. Bon, alors ceci dit, la vraie question qui est derrière, bien sûr qu'il faut qu'on ait des réseaux européens. Moi, je pense que la vraie ambition, c'est de commencer. C'est pas de la rocket science de faire des réseaux. Les réseaux, c'est évidemment, techniquement, on sait les faire. Ce qu'il faut, c'est avoir derrière les contenus, et puis derrière, savoir chercher les eyeballs, comme on dit, hein, c'est-à-dire les utilisateurs. Mais il est clair que l'Europe, avec nos valeurs, avec ce que nous représentons, doit commencer à avoir ses propres réseaux sociaux. C'est une évidence. Il faut y aller, il faut se mettre à plusieurs grands groupes de médias et commencer à réfléchir. Pour moi, c'est la prochaine frontière. À quelle échéance? Mais il faut commencer tout de suite. En combien de temps ça se Mais il faut commencer tout de suite. Ces régulations, elles sont là. Elles fonctionnent, elles sont là depuis 1 an. Je veux juste terminer pour vous faire un appel à vous toutes et vous tous. J'ai vu, comme vous, que dans les négociations actuelles avec les États-Unis, et qu'il faut prendre pour ce qu'elles sont, pendant un certain temps, on a mis notre intégrité territoriale potentiellement en jeu, avec le Groenland, et notre intégrité démocratique potentiellement en jeu, avec le détricotage de nos lois, et notamment les lois numériques. Je crois qu'il faut qu'on soit tous très forts en disant les négociations commerciales doivent être les négociations commerciales, mais elles ne peuvent pas se faire au détriment d'une perte de souveraineté territoriale ou d'une perte de souveraineté démocratique. Et c'est vrai que pendant un certain temps, on a vu ça fluctuer. Je suis satisfait de voir que désormais, il semble que la Commission, ça y est, maintenant, le dise de façon plus claire. Je crois vraiment que si jamais, imaginez un seul instant
que pour faire en sorte que les droits de douane ne soient pas de 10% mais de 8%, on détricote les lois qui sont des lois fondamentales pour notre avenir, je pense que l'Europe le paierait très, très, très cher. La dernière question pour Monsieur Renaud Muselier. Oui, sur le plan politique ou géopolitique, le rôle des médias face à Poutine et Trump. On voit bien la stratégie du président Poutine qui, lui, est un dictateur ou autocrate, qui fait en sorte qu'il s'appuie sur son peuple pour valider son intervention et mettre son économie de guerre au service de la refabrication de l'URSS. Et quand on voit cette pauvre Ukraine en face, on voit bien que le peuple russe pense que ce que fait Poutine est parfait. Bien. Il n'a guère le choix de s'exprimer, je veux dire. Oui, mais le système Poutine fait en sorte qu'à l'intérieur du pays, tout le monde explique qu'il a raison. Bon. Le système Trump est un peu différent. C'est un démocrate, il a été élu de façon démocratique, et il fait tout pour essayer de garder le pouvoir dans tous les cas de figure. On l'a bien vu la dernière fois, en tout cas à la fin, par rapport au Capitole. Nous, les Européens en face, en tout cas les politiques qui sont dans ces démocraties, on a plusieurs problèmes quand même. Un problème à l'intérieur de nos propres pays et un problème au niveau européen. Et alors comment les médias français ou de chacun des pays, en face des médias européens, peuvent arriver à faire en sorte que l'Europe, face à Poutine ou Trump, dans le cas de nos démocraties, on ait la capacité de réagir? Christine Ockrent. Mais il faut que nos groupes médias s'européanisent davantage. Alain Veil, tout à l'heure, expliquait que l'Express, qui est un titre qui me tient à cœur, j'ai eu l'honneur de le diriger pendant quelque temps, l'Express va donc, en fait, publier plusieurs éditions européennes, et l'intelligence artificielle permet maintenant des traductions très peu coûteuses et très immédiates. Donc, évidemment, nous continuons de payer des siècles d'une histoire glorieuse, mais qui fait que, bien évidemment, les groupes médias allemands qui sont particulièrement puissants, les groupes médias français le deviennent, il faut évidemment européaniser au maximum. Mais nous restons, néanmoins, c'est à la fois notre richesse et nos limites. Nous sommes des bassins linguistiques, des bassins culturels, des bassins de médias qui ont du mal à se mélanger. Il y a eu, pendant des années, et venant bizarrement du Royaume-Uni, un magazine qui s'appelait l'Européen, The European, et avec Le Monde. Donc, c'était au départ Maxwell, après c'était les frères Barclay, etc. Et en fait, c'est très très difficile, alors qu'il y a une matière gigantesque, mais nos médias restent très prisonniers, encore une fois, de leur espace culturel, historique, etc. On sait pourquoi, mais il est vrai que c'est ce qui nous manque de la même manière, mais c'est probablement aussi une raison supplémentaire d'aller, comme l'ont dit aussi bien Enrico Letta que Mario Draghi, une raison supplémentaire pour essayer d'unifier nos marchés financiers, d'unifier nos marchés télécoms, parce que là aussi, il y a une espèce de déperdition d'énergie et de puissance et de moyens qui est absolument inutile. Peut-être juste pour vous signaler que dans le portefeuille qui était le mien, j'avais également les médias. Et nous avons porté un texte qui existe maintenant, qui s'appelle le Media Freedom Act, qui est un texte qui maintenant donne des guidelines, des guides sur l'ensemble des médias européens. C'est la première fois. Et c'est peut-être la base précisément qui nous manquait pour harmoniser une façon de voir ensemble nos médias, de les diriger aussi, de permettre au niveau européen de faire cette distinction entre l'actionnaire, le rédacteur, les journalistes, d'harmoniser tout ça dans le sens de l'intérêt général et peut-être justement nous permettre, après avoir construit des grands groupes de médias français profitables, leur donner envie de s'élargir un peu, de prendre les voiles. Alors on est plutôt terrestre en Europe pour créer des grands groupes de médias européens. Moi je crois qu'il y a vraiment la place sur les intersections que sont les contenus, les micro-contenus et tout ce dont on a parlé dans l'espace informationnel. Un cadre juridique, un marché immense,
des idées de médias européens et peut-être même en germe des réseaux sociaux ou un grand réseau social européen, on a finalement vu le verre à moitié plein, malgré toutes les menaces que nous avions évoquées en début de conversation. Merci beaucoup Thierry Breton, merci beaucoup Christine Ockrent de toutes ces innovations. Nous en parlerons demain avec les patronnes, patrons et penseurs des médias qui nous rejoindront pour les rimes. Je vous souhaite une très bonne soirée depuis Tangram. Merci.